Travaux avec l'audition d'Intercommunalité de France, représentée par Monsieur Boris Ravignon, président d'Ardennes Métropole, maire de Charleville-Mézières et vice-président en charge des finances d'Intercommunalité de France. Merci de consacrer du temps pour cette commission d'enquête. Monsieur le maire, le Sénat a décidé de la constitution d'une commission d'enquête dont l'objet est de travailler sur la libre administration des collectivités territoriales et le financement de services publics de proximité et de la transition écologique. Ce type de formation entraîne un certain formalisme juridique. Et donc, avant de vous donner la parole, je dois vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal. Je vous invite donc à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Merci. Par ailleurs, je vous invite à nous faire part de vos éventuels liens d'intérêt. Et donc, je vais vous donner la parole pour une courte introduction qui est entre 10 minutes et un quart d'heure, puisqu'en fait, on a une autre audition, puis je crois que vous aussi d'ailleurs, mais nous à 17h30. Avant que le rapporteur et les membres de la commission vous posent des questions. Mais avant cela, je vais donner la parole à notre collègue rapporteur Thomas Dossus pour qu'il vous présente les axes de travail de notre commission d'enquête. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président d'Ardennes Métropole, maire de Charleville-Mézières et vice-président en charge des finances d'Intercommunalité de France, Monsieur Ravignon. Nous travaillons ici au Sénat. Évidemment, c'est une commission d'enquête qui est dans le cœur de métier du Sénat, puisque nous travaillons sur les collectivités territoriales et leur libre administration. Et cette commission d'enquête a été inspirée par les nombreux débats budgétaires que nous avons eus cette année et l'année précédente, notamment le budget des collectivités, qui, ces dernières années, a été amputé ou réformé, en tout cas, notamment en ce qui concerne leurs ressources propres et leurs recettes fiscales. Et on voit bien que ces différentes réformes ont entravé ou en tout cas provoqué certains raidissements autour de leur libre administration et leur autonomie financière. Et en parallèle de ça, on voit aussi monter le besoin d'investissement massif dans la transition qui heurte un peu ces deux logiques budgétaires. Alors, on vous entend aujourd'hui ici comme vice-président de Intercommunalité de France, mais vous avez aussi produit un rapport sur le millefeuille territorial qui pourra aussi permettre de nous éclairer sur le cadre de cette commission d'enquête. Donc on va vous laisser la parole et puis on échangera ensuite sur ces différents sujets. Très bien, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les commissaires, merci de nous donner la parole et de permettre à Intercommunalité de France effectivement de faire valoir son point de vue sur ce sujet. Alors en fait, moi je voudrais essayer peut-être de retracer un tout petit peu l'histoire récente de nos ressources, et notamment celles qui proviennent de la fiscalité, puisque effectivement c'est une histoire assez mouvementée. Histoire assez mouvementée avec des modifications dont je crois pouvoir dire que ni les intercommunalités, ni même plus largement les autres collectivités ne les ont voulu et décidées. Ce sont des modalités des réformes et des modalités que nous avons pour l'essentiel largement subies, dont on a parfois pris acte, puisque il n'y a pas que des dispositions qui, dans ce cadre-là qui nous paraissaient inacceptables, mais en tout cas l'initiative n'était pas celle des collectivités, ça ne correspondait pas à une demande. Donc il y a trois évolutions très très significatives. Effectivement, la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales en tout cas. La diminution de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, puisque la CVAE, on devait aller à une suppression totale. Je vous aurais dit suppression il y a encore quelques mois. Et puis finalement, on a laissé, il reste un quart, c'est ça à peu près de cette CVAE finalement. Et donc on a une très forte réduction de cette imposition.
Et puis, on a eu aussi, il ne faut pas l'oublier, parce que c'est un impact non négligeable, eh bien, une réforme sur certains locaux, qu'on appelle les bases U, les bases usines des impôts fonciers, donc taxes foncières et contributions foncières des entreprises. Et donc ça aussi, la volonté de l'État, encore, je prenais quelques précautions tout à l'heure, dont on peut partager aussi l'idée finalement de un peu moins taxer les locaux industriels d'une industrie exposée à la concurrence, mais bon, on réduit effectivement, donc on divise par deux la valeur des locaux, et ça laisse un coût, et un coût important. Alors même si ces réformes ont été compensées, on est sur un bouleversement assez considérable, 38 milliards et demi, si j'en crois le calcul fait récemment par la Cour des comptes. Donc c'est tout sauf un petit sujet pour nous. Ça emporte effectivement un certain nombre de conséquences qui nous ont préoccupés, Intercommunalité de France. Sur la taxe d'habitation, la question du lien entre la citoyenneté et le fait d'être contribuable. Très clairement, ne plus avoir aujourd'hui que des contribuables qui soient des propriétaires et pas simplement des résidents, comme c'était le cas auparavant, même s'il y avait un certain nombre d'exonérations et que avec grosso modo une taxe d'habitation qui était payée par 80-85% des résidents, et on a, dans le meilleur des cas, si on est à la moyenne nationale, 60% des habitants qui sont propriétaires, puisque c'est le taux de propriétaires qu'on a dans notre pays. Et donc on voit bien qu'entre 60 et 85, on a perdu un quart à peu près des gens qui auparavant étaient assujettis à l'impôt local, et qui aujourd'hui ne le sont plus, et qui peuvent se demander, du coup, s'il y a des limites à ce qu'ils peuvent demander à la collectivité, puisqu'ils n'en sont pas contribuables. Finalement, on pourrait être dans une situation assez facile. Bon, c'est pas sur le terrain concrètement ce qu'on rencontre tous les jours, mais clairement cet étirement du lien qui existait auparavant entre je réside, je paye des impôts locaux, nous a clairement jamais apparu comme quelque chose de favorable. Alors, on avait regretté aussi les modalités de compensation de cette disparition de la taxe d'habitation, parce que la descente vers le bloc, vers les communes de la taxe foncière des départements, elle se fait finalement d'un ajustement au prix, d'un coefficient correcteur extrêmement complexe, et qui quand même aboutit dans un certain nombre, dans la plupart des cas, à prélever des sommes sur les zones rurales pour les renvoyer vers les zones urbaines, ce qui paraît être quand même des transferts dont on peut un peu discuter au niveau national. Alors on est compensé à l'euro, donc il n'y a pas eu de perte financière, néanmoins cette réforme a emporté des conséquences qui ne nous paraissaient pas forcément tout à fait positives. Les deux autres, elles touchaient plutôt la fiscalité économique, et là, ce qui... je vais prendre un peu plus de précautions, parce qu'au sein de l'Intercommunalité de France, selon qu'on était des territoires avec une dynamique économique importante ou pas, on pouvait normalement avoir sur la CVAE un avis assez différent. À titre personnel, je ne regretterai jamais la disparition de la CVAE. Ma CVAE 2022 était inférieure à ma CVAE 2014. Parce que dans un territoire qui connaît des difficultés économiques, malheureusement, la valeur ajoutée a eu tendance à plutôt se réduire. Et donc, comme en plus c'est un impôt particulièrement difficile à anticiper, résultant aussi de choix internes aux entreprises, d'assujettissement, de répartition de la valeur ajoutée dans cet établissement, extrêmement compliqué, avec des mouvements assez erratiques, que même les services fiscaux locaux étaient la plupart du temps incapables de nous préciser. Donc on peut avoir une très bonne année économique nationale, même à la limite locale, et une CVAE qui baisse malgré tout. Donc la suppression et le remplacement par une fraction de TVA dont la dynamique paraissait être
à défaut d'être plus importante, au moins plus stable et plus régulière dans le temps. Il y avait quand même une dynamique de croissance qui paraissait... je mets de côté l'année 2025, puisque là on vient de vivre effectivement le fait qu'on a été privé de cette dynamique de progression de la TVA, mais donc il y avait au sein d'Intercommunalité de France, je dois le reconnaître, plutôt un avis défavorable au remplacement de la CVAE par la TVA, sauf pour les territoires plus en difficulté, pour lesquels je crois que honnêtement le remplacement pouvait difficilement être vécu comme un drame. Et puis bon, la suppression, la taxe, enfin ce qui a touché aux bases aux bases entreprises des taxes foncières. Bon, là aussi, on a une compensation qui n'est pas une compensation totale. Aujourd'hui, avec les revalorisations qui se sont faites sur les bases, on est naturellement privé et on a une perte de recettes, un manque à gagner qui est important au niveau des intercommunalités où on continue à avoir des recettes de foncier CFE et puis aussi parfois une petite part de taxes sur le foncier bâti. Donc des réformes qui nous ont fortement impactés et pour autant, effectivement, elles ont été compensées. Et donc, dans la plupart des cas, on peut avoir un manque à gagner et on pourrait imaginer le scénario qui aurait été la persistance de ces impositions et puisque nous avons vécu, effectivement, considérer qu'il y a un manque à gagner entre les deux. Néanmoins, on n'a pas aujourd'hui perdu de recettes vues de réduction des moyens mis à notre disposition. Ce qui est touché, c'est plus largement, effectivement, c'est la notion d'autonomie fiscale, finalement, des collectivités. Et là, les réformes de ces dernières années n'ont pas impacté que le bloc communal, pour lequel je exprimerai plus généralement, mais aussi les autres niveaux. Je crois vraiment que si la notion d'autonomie fiscale a un sens, c'est de ressources sur lesquelles vous avez un pouvoir de taux pour éventuellement les faire fluctuer à la hausse ou à la baisse. On peut entendre la notion d'autonomie fiscale en disant qu'on pourrait considérer, parce que ce pas des notions qui sont complètement, totalement définies, donc tous les impôts dont finalement par l'activité que vous pouvez produire, par exemple sur l'implantation d'entreprises ou le développement de nouveaux logements, etc. Chaque fois que vous accroissez les bases de la fiscalité locale, on peut considérer qu'on a une forme de retour. Alors, on ne peut pas difficilement l'appeler autonomie fiscale, mais on a quand même un impact sur les recettes fiscales qu'on reçoit, ce qui est différent, par exemple, d'une fraction de TVA où vous avez un montant qui est calculé à un instant T parce qu'il correspond et qu'il est censé compenser un montant, et que ensuite ce chiffre-là évolue selon des paramètres qui vous sont complètement extérieurs. C'est-à-dire que vous n'avez la main ni sur la base ni sur le taux. Je crois que la vraie autonomie fiscale, c'est celle où on a la capacité de taux et donc à faire. Et ça, aujourd'hui, il faut bien reconnaître qu'elle s'est réduite pour les intercommunalités. En revanche, elle reste importante pour les collectivités, sur le local, les plus locales, les communes. Mais pour les départements et les régions, on a une quasi-disparition de cette autonomie fiscale, ce qui... Là, je fais le lien avec le rapport que j'ai pu réaliser, est aujourd'hui une des vraies difficultés que rencontre notamment la catégorie département, qui pendant très longtemps, en utilisant le levier fiscal qui était le leur, parvenait à boucler les difficultés de financement, transfert de charges sociales importantes et puis de ressources qui n'étaient pas peut-être aussi dynamiques ou n'avaient pas été dans le temps de manière aussi importante. Et aujourd'hui, cette disparition du levier fiscal place les départements dans une situation où le seul ajustement, c'est la baisse de la dépense volontaire ou la baisse des dépenses volontaires, et ce qui manque effectivement pas de créer des difficultés importantes. Voilà, je peux peut-être en titre liminaire les propos que je pouvais tenir pour... C'est très bien, merci pour ce propos liminaire. Moi, je voulais vous entendre sur le rôle des intercommunalités dans un moment où le bloc communal est parfois
tributaire d'un certain nombre de décisions budgétaires et avec les obligations d'investissement dans la transition, etc. On cherche un peu, hier en tout cas on cherchait, qui pourrait un peu piloter, organiser, structurer les différentes stratégies qu'on a sur la transition, qui sont parfois un peu descendantes et verticales, et on a des investissements qui nécessitent une forme de mutualisation. Et du coup, est-ce que l'échelon intercommunal est peut-être aussi ce bon échelon pour ça, pour piloter, mutualiser les budgets et organiser un peu les investissements? Alors, je crois pouvoir dire que nous le pensons. Je vais me joindre, effectivement, pensons effectivement que l'échelon intercommunal est le bon, d'abord parce qu'un certain nombre de responsabilités et de compétences sont effectivement placées à ce niveau-là. Si on réfléchit aux déchets, l'immense majorité des cas, il y a encore quelques situations où on a des syndicats, mais souvent des syndicats mixtes qui associent ou qui regroupent plusieurs intercommunalités, mais on est sur l'échelon intercommunal de mise en œuvre de cette politique. La politique également de mobilité, notamment de mobilité durable ou de mobilité au niveau urbaine ou périurbaine. On a bien sûr les mobilités interurbaines, elles, qui continuent à relever des régions, mais pour l'essentiel, les autorités organisatrices de mobilité, ce sont les intercommunalités, c'est la strate intercommunale, notamment les agglomérations ou les communautés de communes qui ont pu choisir d'exercer cette compétence. Donc effectivement, je pense que sur ces sujets-là, et on pourrait y ajouter dans la transition écologique les sujets de l'eau et de l'assainissement. Dans un certain nombre de cas, les transferts, même si l'évolution, la dernière étape de transfert pour ceux qui ne l'avaient pas déjà fait est, je crois, je ne sais pas si le terme est suspendu, mais en tout cas, à Intercommunalité de France, on espère qu'il s'agit simplement d'une suspension. Donc on voit bien qu'effectivement, les responsabilités et les compétences d'une partie du champ, et je pourrais compléter en fait aussi sur le travail qui est fait dans le domaine de l'habitat par les intercommunalités, avec à la fois des outils un peu plus anciens comme les OPH, opérations programmées d'amélioration de l'habitat, mais aussi de plus en plus au travers de le cadre proposé par l'État, le service public de la rénovation de l'habitat, le SPRH, on est là où justement finalement un peu l'échelon de premier recours des citoyens qui se tournent vers les collectivités, vers les pouvoirs publics pour être renseignés sur les moyens d'opérer des rénovations sur leur habitat, et on s'efforce ensuite de les orienter vers MaPrimeRénov', vers les outils locaux lorsqu'ils existent, ou vers des outils complémentaires régionaux, comme il en existe dans un certain nombre de régions de France. Donc effectivement, oui, je crois pouvoir dire que ces deux transitions énergétiques et écologiques sont largement portées aujourd'hui au quotidien par les intercommunalités de France. Et donc, effectivement, la question des investissements est un sujet sensible. J'aurai l'occasion d'y revenir juste après, mais je voulais insister aussi sur le fait qu'on joue au travers d'une mutualisation d'ingénierie au profit des communes un rôle, à mon avis, aussi d'accompagnement justement du travail que ces communes mobilisent aujourd'hui pour isoler leurs bâtiments communaux, les logements communaux dont elles peuvent parfois disposer. Alors, une ingénierie qui est parfois aussi proposée aujourd'hui et toujours par les départements. On a, depuis la disparition de l'ingénierie d'État, de la TESAD dans les années 2000, on a des départements qui ont mis en place des systèmes et une offre d'ingénierie au profit des communes. Mais dans beaucoup de communautés de communes ou des communautés d'agglomération, et a fortiori dans les collectivités, dans les EPCI plus intégrés encore, il y a aussi une ingénierie intercommunale qui se met en place. Et je pense que ça, je me permets ce commentaire, c'est vraiment un des axes importants pour apaiser la tension qui existe depuis que l'intercommunalité a vu le jour. C'est que l'intercommunalité démontre aussi au quotidien, dans l'accompagnement des communes et dans la mutation, dans les mutations qu'elles ont à vivre, sa pertinence et son utilité, en mutualisant des moyens, en recrutant des techniciens, des ingénieurs qui on ne pourrait pas se procurer au niveau communal une fraction de TP, mais lorsqu'on a un service d'accompagnement à la transition énergétique au niveau de l'intercommunalité, eh bien, on peut se partager ces temps de travail de
d'agents assez précieux et plutôt rares. Donc, je reviens sur la question du financement. Oui. Parce que, Sur la prévisibilité, c'est un des sujets qui... Oui. Alors, comment faire pour effectivement, par exemple, être capable à l'avenir, digérer les... alors, ça varie un peu selon qu'on se rapporte à I4C ou le rapport de l'IGF, mais on est, même si on est à 12, enfin entre 12 et 20 milliards d'investissements par an, on est quand même sur quelque chose de tout à fait considérable et qui vient naturellement s'ajouter au reste. C'est ça le drame, c'est que on avait un peu chargé la barque ces dernières années des investissements et je pense par exemple à un sujet encore dont je ne veux pas discuter de la pertinence en termes de finalité, mais de l'accessibilité par exemple. Loi de 2005. Loi de 2005, prolongée 2 fois jusqu'à 2024 et on a encore beaucoup d'ADAP partout. Qui sont comme autant d'épées de Damoclès au-dessus de nos têtes, parce qu'elles ne sont que partiellement mises en œuvre au jour d'aujourd'hui. Donc on a, entre guillemets, déjà une sorte de petite dette morale à l'égard d'engagements nationaux, par exemple sur le handicap, et on y ajoute aujourd'hui ces investissements verts à réaliser. Donc il y a un vrai sujet, et comment faire face à cela ? Dire que on y réfléchit naturellement, ça nous amène effectivement à souhaiter qu'on ait de la visibilité le plus possible, parce que pour financer des investissements, avoir une visibilité sur les ressources dont on va disposer est assez fondamental. Et donc effectivement des à-coups comme nous venons d'en vivre là, même si on peut partager la question de l'urgence financière, supprimer par exemple pour une année la dynamique de TVA, sur laquelle on pouvait effectivement légitimement compter, et même si elle revient ensuite, ce type d'à-coup, cette méthodologie-là, paraît effectivement pas souhaitable et pas la plus adaptée à ouvrir des perspectives, donner de la visibilité et permettre aux collectivités effectivement d'assumer ces investissements. Je pense aussi, et c'est cette fois-ci c'est un des éléments que je détaille un peu dans le rapport, qu'on a sur le fonctionnement collectif qui est le nôtre, en l'absence d'une clarté qui devrait être faite sur les responsabilités, sur les compétences. On a des coûts de coordination aujourd'hui qui sont élevés. Vous aviez chiffré dans votre rapport. On l'a chiffré effectivement pour les collectivités à 6 milliards au moins, parce qu'en réalité, on a procédé par une enquête et on n'a pas pu poser des questions dans tous les cas de figure. Notamment, on n'a pas pu aller regarder les interactions de toutes les du bloc communal, pour l'essentiel, avec tous les opérateurs de l'État. On s'est concentré sur les services de l'État, mais clairement, les interactions avec, je parlais tout à l'heure de rénovation de l'habitat, avec l'ANA, avec l'ANRU, avec la NCT, avec l'ADEME, avec l'OFB dans un certain nombre de cas, ou avec les agences de l'eau. C'est aussi important, et donc on est sur un chiffre au bas mot de 6 milliards. Alors, on est quand même dans le même état et on ne supprimera pas, on ne va pas pouvoir supprimer toutes les interactions. Il va supposer qu'on soit très clair sur les responsabilités, qu'on trouve le niveau de collectivité auquel les attribuer. On gardera quand même un certain nombre de coûts de coordination, et c'est assez normal. Les politiques publiques ne peuvent pas être, sauf cas très, très, très limité, attribuées à un seul niveau de collectivité. Surtout pas dans un état centralisé comme le nôtre. Mais en revanche, on est quand même conscient, on doit être conscient plutôt qu'il y a des gains possibles en termes de clarification de la décentralisation et donc de réduction de ces coûts, et tout ce qu'on pourrait arriver à gagner en coûts de fonctionnement serait effectivement particulièrement bienvenu aujourd'hui. Je crois aussi qu'il y a peut-être des modalités d'organisation aujourd'hui, des corpus de normes sur lesquels il faut se réinterroger. Pour faire court, toutes les marges de manœuvre qu'on pourra se redonner sur le fonctionnement, elles seront particulièrement bienvenues aujourd'hui, sachant qu'on a des investissements importants à ouvrir. Et je terminerai en disant que je pense qu'il faut quand même aussi qu'on arrive à s'interroger et à poser des questions sur le traitement comptable, et sur le portage d'un certain nombre des investissements. Je pense notamment aux investissements de transition énergétique, pour lesquels il y a aujourd'hui quand même, quand on les réalise, quand on les fait dans le cadre
notamment, ça se fait dans beaucoup de collectivités dans le cadre de marchés globaux de performance, où on sait que quand on investit une somme donnée, on a un amortissement et on va pouvoir effectivement avoir un rendement, un taux de rendement interne généralement plutôt bon sur ces investissements, et qu'on est donc sur une dette qui est un peu différente des autres. Et là, elle génère effectivement des économies, même en prenant des hypothèses assez conservatrices sur le prix de l'énergie. Il a quand même plutôt tendance, il va plutôt avoir tendance soit à être stable, soit à monter très légèrement. Et donc, on a vraiment une dette qui s'amortit. Ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, vous pensez que ce n'est pas assez pris en compte dans la comptabilité publique? Aujourd'hui, ça ne l'est pas du tout. C'est même complètement mélangé. C'est-à-dire que les investissements, là encore, pour prendre un autre exemple dans le domaine des dépenses de transition énergétique ou écologique, quand on construit des pistes cyclables, c'est, je crois, utile pour effectivement permettre la décarbonation des mobilités. Mais le retour financier que vous en avez comme collectivité, il est extrêmement faible. Enfin, à la limite, si vous avez moins de voitures en ville, vous risquez surtout d'avoir moins de recettes de stationnement. Vous pouvez même perdre au final des recettes de fonctionnement. C'est pas... En revanche, quand vous rénovez votre système d'éclairage public ou que vous mettez aux normes les plus récentes tout votre parc immobilier, là, vous savez que vous avez finalement un rendement de ces investissements. Et donc, la dette associée, je trouve toujours un petit peu injuste et dommage qu'elle soit traitée exactement de la même manière. Alors, je crois qu'on j'ai l'impression qu'on observe aussi un phénomène qui, à mon avis, est appelé à s'amplifier, qui consiste à ce qu'on ait des structures qui permettent de déconsolider une partie de cette dette liée à la transition. Si vous créez une ESPL pour gérer, par exemple, certains nombres d'investissements, ou une SEM, si vous allez cantonner bien les investissements et la dette afférente dans des structures qui ne sont pas le budget rattaché directement au budget, qui ne vont pas être consolidées avec, pour un sujet de suivi, comme un sujet, à mon avis, de suivi global de cet endettement qui n'est pas aujourd'hui dans les collectivités, mais qui lui est quand même directement lié, parce qu'on est actionnaire de ces structures. Et autant ça me paraît pertinent dans un certain nombre de cas, il y a peut-être malgré tout une limite à avoir pour éviter qu'on ait une dette cachée, une dette verte cachée, dans un certain nombre de structures très liées aux collectivités qui ne se développent de manière anarchique. Merci. Corinne Ferré qui a demandé la parole. Oui, merci. J'avais une question qui n'est pas redondante avec votre exposé, mais qui me semble être plutôt complémentaire et puis d'une manière un peu plus large. On parle donc des intercommunalités, des transferts de compétences qui sont intervenus au fil des ans, avec parfois même excusez la familiarité, mais un peu des allers-retours, et avec des conséquences dans l'organisation, vous venez de l'évoquer, mais aussi dans l'approche budgétaire, financière. Et au-delà de cela, est-ce que vous diriez, ou est-ce que vous avez pu constater que ces transferts de compétences ont accru la perte d'autonomie fiscale, ou bien globalement on est resté à une même, on est resté à une même stabilité, à une même situation, en sachant que, vous l'avez évoqué aussi tout à l'heure, en termes de compensation de l'État, on n'y est pas. Il y a un manque à gagner qui est important, qui s'accroît, même j'ai envie de dire, année après année. On nous l'a dit au cours des auditions précédentes. Et voilà, est-ce que, de manière plus globale, ces transferts de compétences ont donné un petit peu d'air, excusez encore une fois la familiarité, mais un peu d'air à ce niveau de collectivité? Alors, j'ai juste une question, comme ça ce sera lié, en vous remerciant pour vos propos. Lorsqu'il y a eu la loi Chevènement et la loi Voynet, il y avait quand même une idée, en développant les intercommunalités, qu'il pouvait y avoir une création d'emplois dans les intercommunalités, mais une suppression, une diminution du nombre d'emplois dans les communes. Moi, je ne l'ai pas vu beaucoup. J'ai été moi-même 20 ans maire d'une commune de 20 000 habitants. Je ne l'ai pas vu très concrètement. Est-ce que vous avez des chiffres sur cette notion? Et puis, sur la notion d'autonomie fiscale, il me semble que ce sera quand même difficile d'avoir une autonomie fiscale
pour les 4 niveaux de collectivité. Et à ce moment-là, quel niveau privilégiez-vous pour ce qui concerne l'autonomie fiscale? Parce que j'imagine pas 4 impôts différents par rapport à cette autonomie fiscale. Donc, comment vous voyez les choses? Si dans un idéal, on rétablissait une forme d'autonomie fiscale, qu'est-ce qu'il faudrait privilégier? Je vous remercie. Alors, en fait, le mécanisme de prise de compétences par une intercommunalité, il est sur le papier normalement financé. Puisque si les communes décident d'attribuer à l'intercommunalité une compétence supplémentaire, et elles doivent aussi prévoir les ressources et transférer les ressources qu'elles y consacraient jusqu'à présent. Quelques cas, effectivement, qui peuvent être un petit peu plus compliqués. Un exemple tout à fait presque anecdotique, mais des fourrières animales intercommunales. Mais là, on est sur une situation où, en fait, l'État ne fait pas respecter la réglementation aux communes. Et donc, effectivement, les communes peuvent très bien ne rien consacrer à leur fourrière communale. Et quand on crée une fourrière intercommunale, eh bien, ils disent « Ah ben non, je suis désolé, moi je veux bien vous transférer les sommes que je veux consacrer, c'est 0. Donc voilà, et maintenant vous exercez. » Et donc, bon, donc on a à la marge quelques sujets comme ça qui pèsent plutôt en général sur le budget des intercommunalités que ça ne favorise le budget des intercos. Parce que dans la discussion qu'on a, la commission locale d'évaluation des charges transférées, je vous assure que les maires sont vigilants à ce qu'on ne leur retire pas plus que ce qui est réellement transféré à l'intercommunalité. Donc, sur le papier, quand il y a des transferts entre communes et interco, il y a quand même normalement, et c'est tant mieux d'ailleurs, ces mécanismes-là sont finalement assez vertueux, parce que sinon, quand par exemple on transfère un stade, vous avez un très beau stade, moi très beau stade de Sedan, par exemple, dans mon intercommunalité. 23 500 places pour un club qui joue aujourd'hui en R2. Eh bien, c'est un coût. Heureusement, lorsqu'on a pris le stade au niveau de l'agglomération pour le gérer, parce que c'est incontestablement un équipement d'intérêt communautaire, on a demandé à la commune de Sedan de nous verser au moins ce qu'ils y consacraient, et on a même adapté un tout petit peu pour tenir compte quand même du fait qu'il y avait des travaux à y refaire. Mais donc à ce niveau-là, je crois que le sujet est réglé. Il peut y avoir des compétences qui nous soient, cette fois-ci, finalement, créées, imposées par la loi. Bon exemple, là, c'est la taxe GEMAPI. Alors, c'est la GEMAPI, plus exactement, la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Et le raccourci que je viens de faire, le lapsus que je viens de faire, révèle l'État a effectivement trouvé la solution qui était de dire aux collectivités, vous pouvez lever une taxe pour financer cette ressource. Ce que je crois beaucoup de collectivités ont fini par faire. Pour ce qui me concerne, Ardennes Métropole, on a mis 5-6 ans à s'y résoudre, mais finalement, devant l'importance des montants en cause, on a fini par lever effectivement cette taxe pour pouvoir financer la compétence. Donc je ne crois pas que les transferts aient enrichi les intercommunalités. Elles sont prévues entre communes et interco pour être neutres. Et parfois, on nous a effectivement demandé d'assumer des responsabilités nouvelles. Vous voyez, c'est quand même un cadeau un peu empoisonné que de vous dire que vous pouvez financer facilement l'exercice de la compétence en relevant une taxe sur vos citoyens. Ce passerait de cadeaux de cette nature. Sur l'emploi, alors, je n'ai pas de chiffres très précis mais je trouve que ce reproche, alors qui est parfois fait aussi, qui a été formulé dans plusieurs rapports de la Cour des comptes sur les intercommunalités, il manque, il a presque un défaut à la base. Je m'explique. La compétence développement économique. Vous êtes une communauté de communes de 40 communes, petites, rurales. Aucune de ces communes ne consacre aucun moyen à la compétence de développement économique. Vous transférez, parce que c'était une des compétences obligatoires des Comcom, la compétence de développement économique, et donc forcément, vous êtes obligé de créer 1 ou 2 postes. Sinon, vous n'exercez pas la compétence. Et donc, si on fait le avant-après, avant, on avait 40 communes qui n'avaient rien sur le développement économique, et après, on a 2 postes. Et vous multipliez ça par toute une série de compétences où les intercos
je crois, ont quand même essayé de faire leur travail, d'exercer la compétence. Et c'est ça l'idée de l'intercommunalité. C'était quand même de se dire on a des compétences parfois un peu fictives qu'on n'arrive pas à exercer parce qu'on est trop petit ou trop pauvre. On se met ensemble pour les exercer. Vous avez donc des moyens qui apparaissent. Et la comparaison dit, oh là là, c'est pas bien dans les intercommunalités, qu'est-ce que vous créez comme emploi bon. Alors, je pense que ça explique quand même une partie aussi. Et donc, dans la logique d'optimisation, vous n'avez pas d'emploi à transférer ni à supprimer. En revanche, les intercommunalités permettent quand même une mutualisation d'un certain nombre de fonctions support. Et peut-être pas aller au bout suffisamment de ce qu'on appelait les schémas de mutualisation. Mais moi, je sais que, par exemple, je n'ai plus aujourd'hui que des services mutualisés en ressources humaines entre la ville-centre et quelques autres communes qui nous ont rejoints depuis et l'intercommunalité, donc sur les finances, sur les ressources humaines, sur les systèmes d'information, sur la commande publique, sur les bâtiments. Et le dernier service mutualisé qu'on a créé, c'est celui sur l'énergie, justement, pour accompagner les... Donc, il y a quand même quelques gains qui ont été faits et qu'on a fait aussi un peu... ces mutualisations, on les a faites aussi parce que, au-delà des gains financiers, c'est plus facile de recruter un ingénieur réseau dans un service qui va travailler pour une intercommunalité, quelques grandes communes, que dans une commune toute seule ou dans une... Voilà, donc avec des services plus importants, on a aussi un peu plus de facilité à recruter des compétences rares. Donc cette question finalement de l'intercommunalité qui est accusée de créer des emplois, alors elle existe aussi au niveau des collectivités dans leur ensemble. Hein. On est souvent taxé effectivement de créer un peu trop facilement des emplois. Bon, il y a peut-être aussi des politiques qui, n'étant pas exercées de manière satisfaisante, je pense par exemple à un domaine dans lequel on a fortement développé l'emploi local ces dernières années, qui est celui de la sécurité, avec la croissance des polices municipales, peut-être aussi se poser la question de savoir pourquoi le bloc communal a eu besoin de créer autant de postes de policiers municipaux ou de policiers intercommunaux pour répondre à une situation qui, à mon avis, était difficile sur le plan démocratique au niveau local. Et puis, alors, la question de l'autonomie fiscale, alors, on vient d'une période, on avait les 4 vieilles, ou alors on avait quand même vraiment une situation avec un découpage en lanières qui était quand même pas optimal. Souvenons-nous que quand même on vient d'une période où la taxe d'habitation il y avait 3 niveaux qui la percevaient, chacun votait un bout du taux, etc. Alors aller expliquer à un citoyen qui voyait sa taxe d'habitation à l'époque, sa taxe foncière monter ou baisser, que c'était pas nous parce que c'était l'autre qui avait augmenté ses taux, sachant qu'en plus les bases avaient été décidées, revalorisées en loi de finances. Franchement, il fallait être Michel Bouvier, docteur en droit public et en finances locales pour arriver à s'y retrouver vraiment et départager le vrai du faux. Donc on est sorti de ça. Je ne sais pas s'il faut complètement le regretter. Je pense qu'il y a aujourd'hui besoin de recréer une autonomie fiscale avec un pouvoir de taux au niveau des départements et des régions. De ce point de vue, c'est pas des propositions qui figuraient plutôt dans le rapport Woerth que dans le mien, mais que je trouvais plutôt intéressantes, qui étaient de se dire, principe de réalité, on va quand même difficilement recréer des impôts dans notre pays. On a quand même un petit record en termes de taux de prélèvement, je ne suis pas certain que ce soit... par contre, on pourrait peut-être arriver à découper une partie de nos impôts nationaux pour donner un pouvoir de taux aux collectivités qui n'en ont plus. Je note d'ailleurs que pour 2025, c'est ce qui était un peu fait pour les DMTO avec les départements, puisqu'on leur a donné la possibilité de faire 0 ou un demi-point sur... Et un peu de versement mobilité pour les régions aussi. Exactement, l'idée d'avoir un niveau de VM pour les régions, tout à fait. Et moi, je pense que si on réfléchit de manière un peu structurelle, est-ce qu'avoir un point, par exemple, de CSG qui serait à la main des départements sur lequel ils pourraient faire bouger le curseur en l'assumant, cette fois-ci, effectivement, vis-à-vis de leurs habitants, c'est peut-être pas complètement incohérent. Parce qu'en plus, on est sur une contribution sociale généralisée. Alors, elle est sociale par sa finalité, et pour le financement de dépenses sociales, il pourrait y avoir une certaine logique. Pour les régions, je crois que ce qui était envisagé, c'était plutôt de se dire, on pourrait imaginer d'avoir un morceau de la
l'impôt sur les sociétés, qui soit décidé au niveau régional. Là encore, les régions ont quand même compétence dans le domaine économique. Alors, tout ça pose plein de difficultés parce que l'IS, il est très fluctuant. Il y a de mauvaises années, de bonnes années en matière d'IS. Et donc, mais que les régions aient un petit morceau correspondrait à la fois à leurs compétences et pourrait leur permettre effectivement d'avoir des ressources dont elles assument la responsabilité vis-à-vis, en l'occurrence, des contribuables entreprises et de financer aussi des politiques volontaires. Parce que même si la loi NOTRe a retiré la clause de compétence générale aux départements et aux régions, elle ne leur a pas retiré le fait d'avoir des politiques partagées, le sport, la culture, la jeunesse, dans lesquelles finalement ils peuvent investir en fonction des choix que font leurs assemblées délibérantes. Donc si un département qui voudrait être justement très en pointe sur le sujet de la jeunesse ou de la culture puisse le faire à condition d'assumer, de lever les ressources nécessaires afférentes. Pardon. Oui. Merci. Je suis désolé, je suis arrivé. Je suis en retard. Pas de souci, monsieur. T'as mis ton micro? Ouais, mets ton micro, La question ne sera pas décalée par rapport au début de vos propos. Moi, je veux revenir notamment sur la question de l'autonomie financière et budgétaire concernant donc l'IFER. Quelle est votre position sur aujourd'hui le Partage de la valeur. Oui, voilà, qui est en débat, dont les modalités sont en débat. C'est une première question. Et je reviendrai aussi sur donc, une des compétences majeures des intercos aujourd'hui, vous l'évoquiez tout à l'heure, qui est donc le développement économique. Et donc dans cette période, je dirais, où l'État va sans doute être amené à territorialiser sa politique industrielle, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les intercos, fer de lance, avec les régions sur le sujet, ont les moyens, je dirais, de répondre aux enjeux, ou est-ce que et sinon, qu'est-ce qu'il faudrait comme peut-être une nouvelle mesure, ou qu'est-ce que vous espéreriez? Alors sur l'IFER, l'IFER il est né au moment de la réforme de l'ATP. C'était un élément de compensation de la suppression de la taxe professionnelle. Donc c'est un élément de la contribution économique territoriale. Donc bon, on l'a bien vu ces dernières années, en matière de fiscalité, il n'y a pas grand-chose d'intangible. On peut tout revoir et tout modifier. Mais l'idée d'avoir une taxation qui touche des équipements justement de cette nature, qui a d'ailleurs un peu remixé certaines impositions antérieures, les taxes sur les pylônes, des choses de ce type. Ça ne perturbe pas beaucoup, puisqu'on est rarement sur des activités qui ont une concurrence, qui font face à une concurrence internationale un peu importante. Donc ça paraissait être finalement une base plutôt facile pour procurer à un certain nombre de communes et d'intercos des ressources qui compensaient la suppression de la taxe professionnelle. J'ai surtout vu, moi, l'IFER évoqué localement dans les projets éoliens, parce que la question du partage, effectivement, et dans un certain nombre de territoires, c'est devenu une ressource assez considérable. Et heureusement qu'il y avait ce retour-là, cette perspective de retour-là, parce que sur un sujet très difficile comme celui de l'implantation d'éoliennes, les débats qui ont été chauds l'auraient été encore bien plus. Moi, je pensais à la volonté des opérateurs télécoms d'en rediscuter la distribution, voire les bases aussi. Vous n'avez pas là-dessus, il n'y a pas d'inquiétude. Oui, je ne suis pas très surpris que ceux qui les assujettis cherchent à essayer d'éluder la taxe le plus possible. Bon, je pense que ce serait quand même... on a déjà un édifice qui menace ruine, et donc là, aller refaire des trous et saper encore un peu plus les fondements, bon, oui, je veux bien croire que ça pèse sur les... Mais ça pèse sur l'ensemble, finalement, des opérateurs télécoms en France, et donc ça n'empêche pas, manifestement, la concurrence entre eux. Donc je ne sais pas s'il faut trop s'en plaindre.
Sur la réindustrialisation, alors c'est poser une question vaste parce que est-ce qu'on a les moyens de notre réindustrialisation? Pour réfléchir aux éléments dont on a besoin pour réussir cette réindustrialisation. On a assurément besoin de pouvoir disposer d'espace. Donc, je pense que c'est peut-être le sujet d'ailleurs, la question que vous aviez, mais il y a un lien avec ce que l'on doit faire en termes de sobriété foncière, comment ça s'articule. On a besoin aussi, je crois, beaucoup, et encore une conversation que j'ai eue tout à l'heure avec un chef d'entreprise local m'amène à considérer que le plus urgent pour eux aujourd'hui, c'est de trouver encore, même si le chômage remonte, des compétences, parce que sur des compétences très particulières de techniciens, d'ingénieurs, ils continuent à ne pas trouver facilement les ressources dont ils ont besoin. Donc pour faire fonctionner les usines d'aujourd'hui, alors imaginons si elles devaient prendre de l'ampleur, s'accroître, se développer. La question de est-ce qu'on répond aux besoins de main-d'œuvre qualifiée, je pense qu'elle est assurément posée aujourd'hui. Et ensuite, sans entrer dans les discussions qui touchent au commerce mondial, mais est-ce que on a aujourd'hui une innovation et un investissement dans la R&D, notamment privée, celle qui prépare les produits nouveaux, celle qui est suffisant? Je ne suis pas absolument certain. Je pense qu'on est plutôt aujourd'hui, on a plutôt un niveau de recherche et développement qui est plutôt faible et qui est surtout très public, qui reste une composante très, très publique. Alors, même si on a mis en place des crédits d'impôt recherche, des choses comme ça, on soutient l'investissement privé, mais il y a peut-être un sujet aussi sur mieux accompagner l'innovation. Tout ça pour dire que sur ces sujets-là, on est, que ce soit l'innovation, les ressources humaines ou la sobriété foncière, on est sur des politiques qui sont nationales, qui peuvent éventuellement être soutenues et travailler localement avec plus ou moins d'intensité, mais que ce n'est pas juste le couple EPCI-région qui va pouvoir répondre seul à ce sujet. Sur Lausanne, on travaille, nous, au niveau des EPCI, sur la disponibilité foncière, la reconversion de friches. Je viens d'une région, le Grand Est, où on a un potentiel de friches à reconvertir qui est assez considérable. Donc si on s'y attache sérieusement et si on s'en donne les moyens, les questions de sobriété foncière ne sont pas premières, elles ne sont pas là tout de suite. La question, en revanche, de la formation, ça implique assurément pas juste les EPCI, les régions, mais aussi très clairement l'État. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une dernière question? Moi, c'est tout bon pour moi. Moi aussi. Je vous remercie. Peut-être que vous avez des choses à ajouter. Oui. Tout va bien. Merci. Vous n'avez pas été frustré. Très bien. Comme ça vous donne le temps de trouver la salle. Merci beaucoup. Merci C'était très beaucoup. clair. Merci vous aussi.
Donc, chers collègues, nous poursuivons nos